la loi qu'ils prétendent de liberté. Je veux crier mon désarroi pour sauver la fraternité. La loi, fin de vie, enjolivée, des mots piégés, d'aide à mourir. Mais c'est l'interdit de tuer qu'on veut gommer et sans le dire. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Amis, décryptons la menace, regardons bien ce qu'il en est. Imagine ce qui se passe s'il est légal d'empoisonner. Ou bien ce qui revient au même de livrer à certains patients la substance qui les amène à trépasser en un instant. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Amis, prends conscience aujourd'hui de cette réaction en chaîne qu'une loi levant l'interdit promet dans les années qui viennent. Ceux qui la font n'ignorent pas qu'un effet domino s'impose. Leurs critères sont des appâts, leurs lois une première dose. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Pourquoi ose-t-on bousculer la prévention de tout suicide? Les plus souffrants, désespérés, sont comme poussés dans le vide. Et puis les soins palliatifs seraient vite dénaturés par ces cocktails expéditifs, provoquant la mort sans délai. Quant à la lutte antidouleur, qui doit encore progresser, à quoi bon gaspiller des heures pour prendre soin et apaiser? Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Et voilà le lien de confiance qui unit soignants et soignés, fracturé quand une ordonnance prescrit comment empoisonner. Pensons aux proches qui se divisent quand la mort vient par injection. Leur deuil serait, quoi qu'on en dise, plus lourd dans cette situation. Aucun de nous n'étant une île, la culture nous influence. Gare au message aux plus fragiles qui dit « ta mort serait ta chance ». Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Amis, vois la fraternité qui glisse à son tour sur la pente. La loi veut s'en revendiquer, mais elle est sa grande perdante. La fraternité dont les faibles ont besoin pour prendre leur place veut que l'on respecte une règle. Aucun n'est digne qu'on l'efface. Voilà pourquoi unis nous sommes, engagés contre ce projet, qui d'un revers de main dégomme les murs portant la société. Chers amis, à cette heure même, 6 autres rassemblements se tiennent dans 6 grandes villes de notre pays. Nous sommes ici, non loin de l'Assemblée nationale et aussi à proximité immédiate de l'Institution nationale des Invalides, réunis dans la gravité. Car arrive ce soir en séance publique à l'Assemblée un projet de loi gravissime par son contenu et ses conséquences. Toxique et néfaste, il l'était déjà quand le président de la République l'a présenté, dissimulé derrière les mots trompeurs d'aide à mourir et de fraternité. Et nous avons immédiatement dénoncé l'évidente supercherie, car il s'agissait bel et bien du suicide assisté et de l'euthanasie, c'est-à-dire de la fourniture à des patients de poisons mortels à s'auto-administrer ou à se faire administrer par un tiers, éventuellement même par un proche. Quel basculement! Depuis 2500 ans et l'antique serment d'Hippocrate, le système de santé est protégé par l'interdit de donner la mort à une personne malade qui doit toujours être soulagée
sans acharnement thérapeutique, mais jamais tuer. Et voilà qu'on lèverait cet interdit de tuer, clé de voûte de la déontologie médicale, protège le faible du fort, notamment du mortel abus de faiblesse qui consiste à laisser entendre que certaines vies seraient devenues indignes d'être vécues. Les critères d'éligibilité de la prétendue aide à mourir du projet gouvernemental étaient présentés comme stricts, garantis, rassurants. Il n'en est rien. Celui de pronostic vital engagé à court ou moyen terme, comme celui de souffrance psychologique jugée insupportable, ouvrait la voie à toutes les dérives. Car ils sont inopérants, invérifiables. Nous l'avons démontré lors de notre audition à l'Assemblée nationale devant la commission spéciale chargée d'étudier ce texte de loi. Nul ne pouvait par ailleurs ignorer l'effet domino que l'on observe dans tous les pays qui ont peu ou prou légalisé suicide assisté ou euthanasie. Les digues qui ne tiennent pas sont des pièges. On commence par forcer la légalisation pour telle ou telle situation présentée comme extrême, savamment orchestrée, mais il s'agit de faire sauter le verrou. Ensuite, au nom de l'égalité, tout glisse et le cadre disparaît. C'est ainsi que dans ces pays où euthanasie ou suicide de personnes qui n'ont pas, ou suicide des personnes qui n'ont pas de maladie mortelle, mais seulement des souffrances psychiques ou des polypathologies liées à l'âge, tout en délaissant les soins palliatifs. Voilà ce que promettait ce projet. Mais nous n'en sommes plus là, car cet effet domino a déjà commencé, puisque la commission spéciale a lourdement aggravé ce projet avant son arrivée en séance plénière. Nous l'avons constaté lors de notre audition. Les députés militants qui se sont pressés dans cette commission ont pratiquement fait sauter toutes les digues. Nous n'allons pas détailler. 2 exemples. L'exigence d'un pronostic vital engagé a été supprimée. Et des délais de réflexion sont passés de 2 jours, ce qui était déjà affligeant, à 0 dans certains cas. Si la loi est votée en l'état, on va pouvoir euthanasier rapidement une personne qui ne souffre en rien d'une maladie mortelle et sans que quiconque puisse l'en protéger, car il n'y a pas de recours possible. Il est même prévu une amende de 15 000 € et un emprisonnement d'1 an pour quiconque prétendrait dissuader quelqu'un de recourir au suicide assisté ou à l'euthanasie. On peut estimer ce que l'on fait à 40 000 morts par euthanasie chaque année, le résultat de ce qu'est devenu ce texte qui se présentait comme minimaliste. Voilà ce que devient la fraternité dont la loi se revendique. Nous pouvons dire notre colère en entendant Madame Vautrin, ministre de la Santé, se prétendre sur ces ajouts alors que c'est le gouvernement qui a allumé cet incendie qu'il savait incontrôlable. Voilà le sens de notre alerte et de notre présence aujourd'hui. Les 7 dominos géants que vous avez sous les yeux sont tour à tour déstabilisés, menacés par ce texte de loi, tandis que nous faisons tout pour les sauvegarder. Premièrement, la prévention du suicide, grande cause nationale qui ne devrait souffrir aucune exception, serait entamée si l'État organisait des suicides assistés. Exclure de cette prévention ceux qui ont le plus besoin d'être protégés du suicide est une discrimination injuste. Deuxièmement, les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont dénaturés et concurrencés par la aide à mourir, qui veut faire croire que faire mourir est un soin, alors que toute la culture palliative se fonde sur le refus de l'acharnement thérapeutique et de l'administration délibérée de la mort. Troisièmement, les progrès dans la lutte contre la douleur
sont découragés quand l'injection létale est proposée comme solution, une solution qui risque d'être de facilité, dictée par l'incompétence, alors que les centres de lutte contre la douleur sont encore trop peu nombreux et surchargés. Quatrièmement, la confiance soignant-soigné est à son tour ruinée par la levée de l'interdit de tuer. C'est le risque de toute puissance des soignants qui a conduit à formaliser cet interdit dans leur relation de soins. Peut-on faire confiance à la main qui soigne quand elle peut tuer? Cinquièmement, la paix sociale serait minée par les conflits inhérents à la pratique du suicide assisté et de l'euthanasie. Conflits au sein des équipes soignantes et des familles. Mobilisation de la justice, sans oublier les incessantes controverses politiques autour des révisions d'une telle loi. Sixièmement, la protection des plus fragiles serait mise à mal par une pratique faisant intrusion dans les moments de grande vulnérabilité. Elle risque d'inciter les plus faibles à l'auto-exclusion. Comment résister à la pression des proches, des soignants, de la société qui vous jugent sans utilité ni valeur? Enfin, septième domino, c'est donc le principe même de fraternité qui se mesure dans ces 6 premiers dominos qui est bousculé. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette loi qu'elle se prétende de fraternité, alors que c'est la fraternité qu'elle abat. Nous l'avons dit, cet effet domino est en place. Il commence même. Les amendements votés en commission ne font confirmer notre alerte. Ne tuons pas la fraternité, tel est notre cri, tel est l'enjeu de notre mobilisation. Au lieu de saper tous ces fondements de la fraternité, le gouvernement serait mieux inspiré de les renforcer, en commençant par prendre soin de notre système de santé si fragile, des personnes âgées dépendantes, et finalement de tous ceux qui doutent du fait de leur isolement, de leur précarité, de leur dépendance ou de leur maladie, au point de se demander si elles ont encore une place dans notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis. Je vais maintenant donner la parole au docteur Fontan, le docteur Jean Fontan, qui vient de Toulouse, où il exerce depuis plusieurs années dans une unité de soins palliatifs. Il s'est spécialisé, il travaille également en cabinet de médecine générale. Et Jean Fontan fait partie des nombreux soignants qui sonnent l'alerte contre ce projet de loi, et nous lui avons demandé de nous en dire les raisons. Merci Tugual. Bonsoir à tous. En effet, je suis en contact au quotidien avec des patients atteints de maladies graves et incurables. Et si je suis venu de Toulouse, c'est parce que je suis très inquiet du projet de loi du gouvernement pour plein de raisons. En premier lieu, cette loi affectera le fonctionnement des soins palliatifs. Comment maintenir une relation de confiance avec nos patients et leurs familles si on peut leur donner la mort? Notre rôle est de les soigner, de les accompagner. Il arrive que les patients soient en colère face à une décision d'arrêt des traitements qu'on juge déraisonnable. Il deviendra difficile de lutter contre l'acharnement thérapeutique, car ils pourraient croire que l'arrêt des traitements signifie euthanasie. Si un patient demande une chimiothérapie et que son médecin pense qu'elle est déraisonnable, doit-il quand même la faire, connaissant les conséquences négatives pour son patient, juste parce que c'est sa demande? De même, si un patient demande à mourir, répondre par l'affirmative signifierait « Oui, ta vie n'a plus de prix, elle ne vaut plus la peine d'être vécue, j'arrête de t'accompagner, je jette l'éponge dans ton cas ». Est-ce vraiment ça la solidarité, la fraternité? Actuellement, la loi française est bonne et suffisante. Seulement, il y a urgence à la faire connaître
à l'heure où les fins de vie sont souvent mal gérées par manque de formation des soignants et donc mal vécues par le personnel et les familles. Il y a aussi urgence à former pour lutter contre l'acharnement thérapeutique dans certains services. Le plan décennal proposé par le gouvernement est largement insuffisant. Un Français sur deux qui en aurait besoin n'a pas accès aux soins palliatifs. Ce n'est pas une augmentation du financement de quelques pourcents sur 10 ans qu'il faudrait, mais de plus de 50%, surtout face au vieillissement de la population. De plus, on crée un flou en voulant changer les termes. Soins d'accompagnement. Ce n'est pas en changeant les termes que l'on change la réalité. Les soins d'accompagnement existent déjà et c'est déjà notre quotidien. Nous mettons déjà en place, via les équipes mobiles, un accompagnement précoce des patients et de leurs familles dès le diagnostic de la maladie grave. Il faut arrêter les euphémismes. Aide à mourir, ultime soin, éteindre la lumière. Revenons au réel. Je demande aux parlementaires de se mettre à notre place de médecin. On nous demande d'entrer dans une chambre, de faire un geste létal, peut-être devant des proches, et ensuite la réalité est celle d'un cadavre dont nous aurons aussi à nous occuper. N'y aura-t-il vraiment pas de conséquences pour les soignants qui sont déjà à bout de souffle? Les critères évoqués dans le projet de loi ne sont pas ceux de la réalité de ce que vivent nos patients. Il est impossible de juger la solidité d'une demande d'aide à mourir d'un patient dans ces circonstances. L'ambivalence est omniprésente. Récemment, nous avons accompagné en équipe mobile un monsieur demandant depuis 4 semaines à mourir devant de fortes douleurs et des difficultés respiratoires. Il est rentré chez lui en HAD cette semaine, à son domicile, très heureux et soulagé. Et son épouse nous a remerciés. Il avait pourtant tous les critères pour que la loi s'applique. Maladie grave, incurable, souffrance réfractaire à nos soins, plus de 2 jours de demande à mourir, et nous l'aurions privé de ses derniers moments en famille. Le danger est aussi celui de l'épuisement des familles et de la pression mise sur les patients en fin de vie qui ne sont plus libres d'exprimer leurs vrais désirs et besoins, culpabilisés d'être un poids pour leurs proches ou pour la société. Combien de fois avons-nous vu des patients mutiques et des familles qui disaient à leur place « Dis-leur que ta vie est insupportable » ou « Commande à ton cœur d'arrêter de se battre ». Les soins palliatifs, surtout s'ils sont mis en place précocement, permettent de répondre à leurs demandes et à la souffrance des familles. Il y a bien des moments en médecine où nous souhaiterions avoir la possibilité de donner la mort. Pourquoi ? Parce que nous nous sentons souvent impuissants face à la réalité de ce que vivent nos patients. Et c'est parce qu'il est interdit de donner la mort, parce qu'il nous est interdit de renoncer, en somme, que nous sommes obligés de rester inventifs, même dans les situations les plus compliquées. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier, pour me battre avec et pour mes patients. Cet interdit de la mort me protège moi, comme elle protège mes patients. Tremblez avant de légiférer. Un grand merci, Dr Jean Fontan, pour ce témoignage, qui rejoint d'ailleurs celui de plusieurs anciens ministres de la Santé qui viennent de s'exprimer sur ce sujet. Donc la voix des médecins, il y a beaucoup de précurseurs, et il y en aura beaucoup encore, je pense, qui vont se lever dans les jours qui viennent. Je me tourne vers notre second témoin, Axel Hubert. Axel nous offre aujourd'hui de porter notre regard sur les personnes en situation de vulnérabilité. Son mari, Léonard, a traversé l'épreuve de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique.
Il en est mort en 2013. Or, c'est la maladie le plus souvent invoquée comme éligible à ce projet de loi. Nous avons demandé à Axel son témoignage et son avis. À 37 ans, mon mari Léonard est père de nos 4 enfants dont l'aîné a 5 ans, ressent les premiers symptômes de cette maladie qui sera diagnostiquée comme étant une SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Maladie qui l'enfermera chaque jour un peu plus dans ce corps qui ne répond plus, puisque Léonard garde intactes ses fonctions cognitives et ses sens, mais devient progressivement tétraplégique, perd l'usage de la parole, de la déglutition et pour finir de la respiration. Léonard meurt d'une détresse respiratoire suite à cette maladie grave et incurable, 4 ans après les premiers symptômes, en 2013, l'aîné de nos 4 enfants a 9 ans. Léonard vit sa maladie de façon digne et libre. Il dit qu'il est heureux de vivre. Combattant celle qui le grignote peu à peu, il choisit la vie. Lors de ses rendez-vous médicaux, pendant lesquels neurologues et pneumologues font preuve de patience, d'écoute, de disponibilité et d'humanité, il écoute leurs conseils pour préserver ses muscles, trouver cette ligne de crête entre anticiper ce qui peut l'être et vivre le présent. Il bénéficie de visites pluridisciplinaires pour une prise en charge optimale. Il entre dans des protocoles de santé, se centre sur l'ici et maintenant, regarde le verre à moitié plein et même mieux se dit « j'ai déjà un verre ». Et il regarde ce qu'il peut encore faire. Il dit avec beaucoup d'humour « si je ne peux plus marcher, je courrai ». Puis, quelques mois plus tard, lorsque la maladie a encore gagné du terrain, « si je ne peux plus parler, eh bien, je chanterai ». C'est sa façon de continuer de courir ce risque du bonheur et de goûter la vie envers et contre tout, jour après jour, petit pas par petit pas, ou devrais-je dire mètre par mètre dans son fauteuil. Malgré l'avancée inexorable de cette maladie, il ose se laisser regarder et se laisser aimer, acceptant d'être ainsi aidé, nourri, lavé, vêtu, dispensant par son sourire cette dignité gratuite, restaurant les cœurs blessés de le voir si décharné et affaibli. Il vit aussi sa fin de vie de façon digne et libre. Bien sûr, foncièrement triste et inquiet dans un premier temps de devoir laisser sa femme et ses enfants, sa famille et ses amis, mais certainement pas une peur d'être à charge ou d'être de trop. Et malgré tout, dans l'acceptation libre que les derniers instants qui lui restent à vivre sont encore la vie, dans la conscience qu'il y a encore quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Et malgré tout, serein de savoir que l'équipe médicale fait tout pour tenter de le sortir de cette détresse respiratoire, avec des gestes de kiné et de ventilation non invasive. Puis, lorsque la fin de la vie approche, le neurologue et le pneumologue viennent visiter Léonard et moi-même, nous expliquent dans une grande douceur que les échanges gazeux de Léonard ne sont plus bons et désormais fatals. Ils nous invitent à accepter la mort naturelle qui vient. Ils répondent à la demande de Léonard d'avoir un sédatif pour l'aider à dormir, juste à dormir. Dans cette ligne que Léonard avait réaffirmée, du ni acharnement ni euthanasie. Nous savons l'un et l'autre que cette euthanasie n'aurait eu... Pardon. Nous savons l'un et l'autre que cette ligne de Léonard, eh bien, est celle qui... Pardon, je suis en train de me tromper dans mes notes. Nous savons l'un et l'autre que celle-ci n'a aucunement pour but, cette sédation, n'a aucunement pour but de donner la mort, mais uniquement pour but de soulager sa détresse respiratoire. Et ce principe change tout. Le corps médical en entier prend soin de cette personne malade,
Des infirmières font la toilette de Léonard. Elles le lavent, le massent avec une huile alors qu'il est inconscient. Elles le regardent comme cette personne qu'il n'a jamais cessé d'être. Leurs gestes sont empreints de douceur. Elles me disent qu'elles sont heureuses de lui faire du bien, de lui procurer ces gestes réconfortants. Je trouve ça beau. Et en même temps, je trouve cela normal. Oui, normal d'accompagner un mourant en donnant de son temps. De ne pas regarder le coût de ses derniers jours à l'hôpital. De considérer Léonard qui mérite ce temps, cette attention, ce soin, parce qu'il est une personne. Léonard vit ses derniers instants serein, d'être ainsi accompagné par l'équipe médicale, aimé, entouré par ses proches. Tous n'ont pas cette chance. J'ai vécu moi-même la fin de vie de Léonard, son agonie, dans une grande fatigue, certes, tant la charge émotionnelle est intense, dans une grande tristesse et souffrance bien sûr, mais aussi dans une paix et même, oserais-je dire, une joie profonde. Tristesse et joie a priori ambivalentes, mais pourtant bien reliées et présentes. Tristesse devant la séparation et l'absence à venir. L'inquiétude de l'inconnu, mais aussi une joie profonde d'être à ma place, dans l'ici et maintenant, à être là, juste à être là, à caresser sa main, à lui murmurer les mots importants, sans phare ni mise en scène, dans le lâcher-prise. De donner et de recevoir tant d'amour dans ces derniers instants qui n'auront pas été escamotés. De prendre le temps de parler, d'écouter, d'échanger notre amour dans un tel souffle, par quelques mots, quelques regards et touchés. De regarder Léonard, et non pas l'écran affichant la saturation, dans ce temps qui est désormais suspendu. Cela n'aurait pas été aussi beau et naturel si Léonard avait été euthanasié. Osons employer les mots justes. J'aurais ressenti comme une contradiction de lui dire « Je t'aime, mais je ne t'aime pas assez pour supporter ces derniers jours, cette dégradation encore à venir. » Mes contradicteurs répondront que la loi injustement nommée « aide à mourir » n'enlève rien à ma liberté à choisir d'accompagner mon proche comme je le souhaite. Mais c'est oublier que nous sommes une société, de facto des êtres interdépendants les uns des autres, et que cette liberté nous oblige. Elle nous oblige les uns les autres. Oui, elle nous oblige. Avec la légalisation de l'euthanasie en France, le signal que nous envoyons à beaucoup de personnes serait que notre société n'est pas prête à accompagner leurs souffrances, ni à les prendre en charge, et qu'il vaut mieux les abréger en les tuant. Je refuse cette société qui tue au nom de la compassion ou d'intérêts économiques. Je vous appelle à la refuser aussi, en refusant ce permis de tuer. Les promoteurs de ce projet de loi prévoyant de faire mourir ont-ils conscience de la violence qu'ils nous font quand ils désignent les patients atteints de SLA comme éligibles à cette forme de suicide, plutôt qu'à un accompagnement de qualité auquel on finirait par ne plus croire? Je voudrais aussi terminer en vous disant que d'avoir pu vivre ainsi, sans culpabilité, ces derniers instants de Léonard, d'avoir pu ainsi lui dire au revoir, m'aura beaucoup aidé dans mon deuil. Je ne serais pas la même si je n'avais pas vécu cela. Cela m'a fait grandir. Cela m'a permis de mieux goûter la vie et d'être aujourd'hui plus à l'écoute de ceux qui sont dans la peine. Je vous remercie. Un grand merci à Axel d'avoir donné ce témoignage qui nous donne aussi beaucoup de force à notre tour. Je précise que Axel Hubert est devenu coach et thérapeute auprès de personnes et de familles. Elle a écrit 2 livres, le premier qui est son témoignage bien sûr plus complet, titré « Si je ne peux plus marcher, je courrai » en 2016 chez MAM. Et puis tout récemment, en 2023, « Le deuil, une odyssée ».
Voilà. Léonard a visiblement mis en marche tout ce déploiement. Qui nous vient des Pays-Bas. Il s'agit du professeur Theo Boer. Le professeur Boer enseigne l'éthique de la santé à l'université de Groningen. Il est membre du conseil de santé néerlandais. Il a surtout été membre pendant 10 ans, à partir de 2005, de la commission gouvernementale de contrôle de l'euthanasie, ce qui l'a conduit à voir passer des milliers de rapports. Et cela l'a fait évoluer quant à son avis sur ce sujet. C'est dire si son alerte a du poids. Le professeur Theo Boer. Merci. Mesdames et messieurs, les Pays-Bas ont l'expérience la plus longue en matière de l'euthanasie. Depuis 40 ans, les Néerlandais qui souffrent insupportablement peuvent demander à un médecin de mettre fin à leur jour par l'euthanasie. En 2005, le gouvernement néerlandais m'a demandé de siéger à un comité qui évalue chaque cas d'euthanasie à la lumière de la loi. À ce moment-là, j'étais convaincu que la légalisation était une réussite. Les chiffres et les raisons étaient alors stables depuis un certain temps. Mais compte tenu de l'évolution des 20 dernières années, et après avoir passé en revue 4000 euthanasies, je suis convaincu qu'une légalisation n'est pas judicieuse. Que s'est-il passé que des 20 années? Premièrement, une augmentation énorme des chiffres, passant de 2000 à 10 000 maintenant, et sans aucun signe d'arrêt. Aujourd'hui, 5,4% des Néerlandais meurent par l'euthanasie, et dans certaines régions, ce chiffre approche les 20%. L'euthanasie passe d'un dernier recours à une option privilégiée. Deuxièmement, les raisons pour recourir à l'euthanasie se multiplient. Les Néerlandais ont commencé par légaliser l'euthanasie pour les patients en phase terminale. Mais aujourd'hui, environ 20% des maladies... Ça va bien, merci. Environ 20% des maladies concernent les patients qui ne sont pas en phase terminale. Démence, psychiatrie, polypathologie liées au vieillissement, handicaps, le décès de mari, etc. Dans ces cas, les patients ne craignent plus une mort grave qu'une vie grave. Comparez également les développements en Belgique et au Canada. Il n'existe aucun pays au monde où les chiffres n'augmentent pas et où les causes ne s'étendent pas. Mesdames et messieurs, les Pays-Bas sont considérés comme l'un des pays les plus riches et les plus égalitaires du monde, avec l'un des meilleurs systèmes de soins de santé et l'un des plus accessibles et avec le meilleur système de l'évaluation au monde. Mesdames et messieurs, si les Néerlandais ne parviennent pas à limiter les chiffres et les critères, qu'en est-il dans les pays moins bien équipés et où la culture de l'évaluation fonctionne moins bien? Je pense qu'on peut affirmer avec certitude que lorsque la France légalisera l'euthanasie, dans 20 ans, votre pays ressemblera exactement aux Pays-Bas aujourd'hui. Il y a des Français qui prétendent de ne pas se soucier de l'évolution des Pays-Bas parce que les Pays-Bas ne sont pas la France. Ces gens sont coupables d'une forme de tromperie pas beaucoup plus intelligente que ceux qui nient que le déréchauffement de la planète est dû à l'homme. Les partisans de l'euthanasie font l'autruche. Peut-être une fois que les chiffres auront augmenté, ils diront, si tant de gens veulent l'euthanasie, c'est bien d'avoir cette option, n'est-ce pas? Mais c'est précisément là que réside le problème. Lorsque nous parlons de l'euthanasie, nous ne parlons pas seulement de liberté, mais aussi de tendances sociales contre lesquelles les gens ont peu de défense.
Tout comme notre comportement d'achat et la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous abordons la fin de vie fait également partie d'une normalité sociale. Ce que nous constatons aux Pays-Bas, c'est que la liberté des uns devient bientôt la contrainte des autres. Comparez l'euthanasie avec l'aviation. La possibilité de prendre l'avion a eu un impact indéniable sur nos amitiés, nos habitudes de voyage, notre économie, notre éducation, etc., même pour ceux qui ne prennent pas l'avion. Dans le même ordre des idées, l'euthanasie a un impact bien plus important que sur les 10 000 de Néerlandais qui meurent après avoir été euthanasiés. Le regard que nous portons tous sur le vieillissement, la fragilité, la dépendance aux soins et la notion même d'humanité a changé et est érodé. Même les personnes qui meurent de mort naturelle se posent la question du choix de l'euthanasie en raison de la possibilité d'y avoir recours. C'est l'embarras du choix. Pourquoi continuer à souffrir de cette manière inhumaine? Nous avons une solution pour cela de nos jours, n'est-ce pas? L'implication des médecins ici ne peut guère être surestimée. Comme pour d'autres actes médicaux, on peut supposer qu'un médecin qui pratique l'euthanasie est convaincu de la nécessité de cette intervention. Il envoie ainsi un signal indiquant que pour cette personne, le docteur considère effectivement que la mort est préférable à la poursuite de la vie. Cela se produit dans les relations individuelles entre le médecin et le patient, mais aussi au niveau social. Les patients demandent l'euthanasie pour les maladies A, B ou C. Les médecins accordent l'euthanasie pour les maladies A, B ou C. Des documentaires émouvants sont diffusés à la télévision et cela attire de nouveaux patients. L'offre crée la demande. La dernière tendance est l'euthanasie pour les couples. L'association néerlandaise pour l'euthanasie a fait l'éloge de cette forme de mort en la qualifiant de belle. Si vous partez ensemble, main dans la main, aucun des deux partenaires n'a à s'affliger. Mais le message peu charitable est aussi le suivant. Continuer à vivre comme une veuve est une forme de souffrance insupportable pour laquelle notre société n'a pas de solution. C'est ce que j'appellerais une spirale descendante de désespoir. Le mot néerlandais pour société est samenleving, littéralement vivre ensemble. Ce beau mot symbolise ce que devrait être une société. S'entraider pour vivre ensemble. Presque tout le monde devra faire face à une certaine misère dans sa vie. Non, nous ne sommes pas appelés à rechercher la souffrance, mais les souffrances qui ne peuvent être soulagées par tous nos bons soins doivent être supportées ensemble. C'est ce que signifie le mot samenleving. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une incapacité à faire face aux aspects sombres de la vie humaine. Mesdames et messieurs, je ne suis pas par principe opposé à l'administration intentionnelle de la mort. Et je comprends aussi très bien une demande d'euthanasie. Mais je pense qu'il existe des preuves irréfutables que la légalisation de l'euthanasie n'est pas la seule solution. Elles mettent en mouvement une dynamique qui change toute notre société. Que personne ne dise donc que l'euthanasie légale est une simple question de liberté individuelle. Elle envoie un message sur lequel il faut mieux que certaines personnes cessent d'exister. Le cynisme, mesdames et messieurs, le cynisme de cette liberté ne peut être sous-estimé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Théobourg, de nous avoir alertés, je dirais avec un courage, car les personnes qui changent d'option devant la réalité, sans céder à la fatalité, font preuve de ce courage, vraiment, et merci de nous le transmettre. Merci aussi au docteur Jean Fontan et à Axel Hubert. Merci à chacun d'entre vous qui êtes venus à notre appel. Notre rassemblement va s'achever en même temps que 6 autres dans 6 autres régions, mais aucunement notre mobilisation. Elle ne fait que commencer. Nous entendions encore ce matin les médias annoncer que le processus parlementaire, du fait des navettes entre les deux assemblées, pourrait durer 1 an ou plus. Et l'opposition à ce projet est en train d'enfler. L'enjeu de la ténacité est donc déterminant. À chaque étape du projet, nous serons en veille, en alerte et en action. L'issue d'un premier vote, qui est annoncé pour le 11 juin à l'Assemblée nationale, n'est qu'une étape. L'eau peut encore couler sous les ponts. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et nous comptons donc sur vous tous, sur chacun, pour suivre de près ces débats, en nous suivant, si vous le souhaitez, afin d'y participer. J'ajoute un élément clé, qui est dans l'ADN de notre mouvement. Tout ce que nous faisons et ferons pour expliquer, éclairer, dénoncer est utile. C'est utile aujourd'hui pour faire barrage à ce texte, c'est aussi utile pour bâtir l'avenir, quelle que soit l'issue du processus législatif qui nous mobilise. Car, et j'en aurai terminé, quel que soit ce résultat, nous devrons continuer à protéger nos concitoyens les plus vulnérables contre toute loi, toute mentalité et toute pratique qui tendent à déconsidérer leur vie jusqu'à les exclure ou à les pousser à l'exclusion. Voilà pourquoi Alliance Vita compte plus que jamais sur vous. Je vous remercie. Amis, pendant qu'on fait la loi qu'ils prétendent de liberté, je veux crier mon désarroi pour sauver la fraternité. La loi, fin de vie, enjolivée, des mots piégés, d'aide à mourir. Mais c'est l'interdit de tuer qu'on veut gommer et sans le dire. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Amis, décryptons la menace, regardons bien ce qu'il en est. Imagine ce qui se passe s'il est légal d'empoisonner, ou bien ce qui revient au même de livrer à certains patients la substance qui les amène à trépasser en un instant. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Amis, prends conscience aujourd'hui de cette réaction en chaîne qu'une loi levant l'interdit promet dans les années qui viennent. Ceux qui la font n'ignorent pas qu'un effet domino s'impose. Leurs critères sont des appâts, leur loi une première dose. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Pourquoi ose-t-on bousculer la prévention de tout suicide? Les plus souffrants, désespérés, sont comme poussés dans le vide. Et puis les soins palliatifs seraient vite dénaturés par ces cocktails expéditifs provoquant la mort sans délai. Quant à la lutte antidouleur, qui doit encore progresser, à quoi bon gaspiller des heures pour prendre soin et apaiser? Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Et voilà le lien de confiance qui unit soignants et soignés, fracturé quand une ordonnance
prescrit comment empoisonner. Pensons aux proches qui se divisent quand la mort vient par injection. Leur deuil serait, quoi qu'on en dise, plus lourd dans cette situation. Aucun de nous n'étant une île, la culture nous influence. Gare au message au plus fragile qui dit « ta mort serait ta chance ». Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. Amis, vois la fraternité qui glisse à son tour sur la pente. La loi veut s'en revendiquer, mais elle est sa grande perdante. La fraternité dont les faibles ont besoin pour prendre leur place veut que l'on respecte une règle. Aucun n'est digne qu'on l'efface. Voilà pourquoi unis nous sommes, engagés contre ce projet, qui d'un revers de main dégomme les murs portant la société. C'est par Colline.